diaspora. Les yeux dans les yeux aujourd'hui avec M. Guy Mafimba. Guy Mafimba, bonjour. Bonjour M. Sirankoso. Guy Mafimba, vous êtes le représentant de M. Okombi Salissa et l'un des représentants de l'IDC Focal ici en France. Tout à fait. Alors Guy Mafimba, c'est intéressant de nous avoir aujourd'hui parce qu'il y a énormément de questions qui concernent déjà celui pour lequel vous travaillez ici en France, c'est-à-dire M. Okombi Salissa. Où est Okombi Salissa? M. Sirankoso, c'est avec beaucoup de gravité que j'essaierai de vous donner quelques éléments d'appréciation par rapport à la situation de M. Okombi Salissa aujourd'hui. Pourquoi je le dis? Vous devrez savoir aujourd'hui, les Congolais le savent, qu'aujourd'hui notre pays est dans un état de siège, quasiment un état d'urgence dans le pôle. Première chose. Deuxième chose, il faudrait que les gens comprennent une chose. Depuis 2012, lorsque M. Okombi Salissa, membre du bureau politique du PCT, prend position à travers la CADD pour que les élections, entre guillemets, l'alternance démocratique se fasse pour les élections qui étaient prévues, il a commencé à avoir des soucis au sein de son parti. Je fais un résumé très bref pour que les gens comprennent les choses. Son parti d'origine qui est le PCT. Le PCT. Oui. Enfin, il est toujours membre, bien sûr. Il est toujours membre, mais il a été viré du bureau politique. Il a commencé à avoir des soucis. Il a été d'ailleurs vidé du gouvernement. On lui a fait des propositions pour qu'il prenne même la tête de l'Assemblée nationale. Il a refusé parce qu'il estimait que, comme il a toujours dit, la démocratie, les principes démocratiques ne sont pas négociables. Il a toujours tenu parole. Et il a commencé à avoir des soucis dans son entourage. On lui a collé une histoire de coup d'État avec le colonel Tchourou. Il était obligé de venir à Paris pour au moins un mois d'exil. Il rentre, le jour où il rentre, il y a même des soucis. On a failli on a arrêté ses partisans. Bref, jusqu'à ce qu'on arrive 2013-2014, lorsque, au retour de Paris, la déclaration de juillet 2015, j'ai mis par hasard, expressement hier sur mon mur, que les Congolais ils vont regarder, où il a pris une position claire. Monsieur Okombi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, écoutez, moi, Okombi Salissa, j'étais membre, acteur de la CADD créée pour contester le pouvoir du président Lissouba de manière démocratique. Le 5 juin, nous avons pris les armes. Mais nous avons pris les armes à l'époque, on croyait que c'était parce que M. le président Lissouba ne respectait pas un certain nombre disons, les règles de l'alternance démocratique. Mais il a dit en même temps qu'il s'est senti trahi depuis. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que l'homme qu'il croyait être l'homme, le démocrate Sassou Nguesso, se comporte de plus en plus comme un dictateur. Et il a même rendu hommage au président Lissouba, au président Yombi et au président Kolela, qui pour lui ont pris l'engagement en exil alors qu'ils avaient un carnet d'adresse, ils avaient le moyen de continuer la lutte militaire, sinon politique, militaire, armée. Ils ont joué de leur contribution pour qu'on arrive à la paix. Et qu'en cela, il disait, ce jour-là, dans cette déclaration, nous étions dans la salle, que pour lui, il estime qu'ils ont été trahis par le président Sassou, qui, au moment où l'alternance doit se faire dans notre pays, est en train de créer les conditions de s'imposer, ne serait-ce que par la force. Donc, mais se mettant dans cette posture, M. Okombi Salissa a créé quasiment la colère du pouvoir en place et de M. Denis Sassou Nguesso. Ce qui fait que, au moment où je vous parle, depuis 2013, M. Okombi Salissa a plus de 50 membres de la CADD ou de ses plus proches collaborateurs qui sont en prison. Plus d'une dizaine en clandestinité et le dernier, Kalakala Augustin, dont on ne sait pas où il se trouve. On ne sait pas où il se trouve. La question que je me pose de tous les leaders politiques qui contestent le pouvoir de Sassou, qui a subi autant que Okombi Salissa? La réponse est, c'est le seul aujourd'hui qui est en train de subir dans sa chair, dans sa peau, toutes ces tracasseries, toute cette traque, toute cette haine à l'égard de cette personne.
Et pour répondre véritablement à votre question, Ben oui, c'est ce qu'on attendait. Pour véritablement à votre question, finalement, où est-il? Monsieur Okombi Salissa a été obligé de se mettre en sécurité pour une raison simple. Nous sortions du référendum. Okombi Salissa et Okolela sont embasillés. Souvenez-vous, au sortir de ces embassillements, ils avaient pris l'engagement. Parce que nous, les partisans ont demandé à ce qu'ils prennent les dispositions, parce que un leader encerclé, embasillé, ben, il ne peut plus fonctionner. Qu'est-ce qu'il fait? On coupe un certain nombre de leviers dans notre combat. Donc, M. Okombi Salissa avait pris l'engagement avec M. Kolela de ne plus accepter d'être embasillé. Plus jamais. Les élections se font, vous vous souvenez, dès le 4 avril, Okombi Salissa et Mokoko sont embasillés. Pourquoi? Mais pour la simple raison que les deux leaders, sans embâche, avaient dit dès la proclamation des résultats, nous ne reconnaissons pas les élections, les résultats proclamés par M. Sassou Nguesso. On les a encerclés. Mais les gens oublient que M. Okombi Salissa a été entre guillemets un guerrier. Enfin, pas entre guillemets, il a été un guerrier. Il a été un guerrier. Chef de ministre. Il a été un chef, mais bien entendu. Bien sûr, donc, et M. Okombi sait pertinemment que M. Sassou ne le prendra pas pour le mettre en prison. C'est sa vie qui est en danger, parce que même quand il était au gouvernement, il avait déjà reçu des menaces de M. Jean-François Ndenge. Donc il a pris ses dispositions pour sortir de l'étau qui se refermait autour de sa personne. Et vous allez me demander, mais comment il a fait? Alors, non, avant que je vous pose la question, donc Oui. aujourd'hui, vous nous dites qu'aujourd'hui, il n'est pas à son domicile. Mais les domiciles de M. Okombi Salissa ont été assiégés. Je ne sais pas si vous vous souvenez plus. Ils sont rentrés sans mandat, sans mandat de perquisition. Tous les domiciles de M. Okombi Salissa ont été perquisitionnés. Et ils ont été surpris de constater qu'il n'est pas dans ces différents domiciles. Mais pour la simple raison que M. Okombi Salissa, à la fois c'est un politique, mais un politique dans un système, on va dire, autoritaire, totalitaire, il doit prendre ses dispositions. Il a pris ses dispositions pour se mettre en sécurité. Et moi, je peux vous dire que moi qui suis un des représentants de M. Okombi Salissa ici, je suis avec M. Okombi Salissa quand je le veux. Quand nous voulons discuter, nous voulons échanger, nous échangeons avec M. Okombi Salissa parce que de là où il est, il continue à mêler le combat, il continue à donner des instructions, il continue d'orienter notre combat politique parce que nous estimons qu'il ne fallait pas qu'il soit ni embasillé, ni emprisonné, encore moins tué. Alors que véritablement, l'objectif du pouvoir de Brazzaville, c'était d'attenter à sa vie. Alors, Guy Mafilor, on a bien compris, et ceux qui nous suivent comprennent très bien votre argumentaire, mais il faut quand même nous dire que ça nous laisse perplexe. Okombi Salissa n'a jamais reçu une seule convocation de la police congolaise. Par rapport aux autres, notamment son proche M. Mokoko, qui lui a reçu une convocation, et ensuite, on a vu ce qui est arrivé. Okombi Salissa ne fait l'objet d'aucune menace, aucun mandat d'arrêt. Pourquoi se met-il à l'abri s'il n'a peut-être pas des choses à se reprocher? Monsieur Okombi Salissa n'a jamais reçu aucune lettre de convocation. Oui, mais je vous pose la même question. Je ne suis pas mon rôle. Mais comment expliquer alors l'encerclement armé de son domicile? Mais il n'a pas été le seul à être encerclé. Ils étaient deux. Son compère, M. Kolela, lui aussi, n'a jamais reçu de convocation. Il a été encerclé aujourd'hui. Là, nous parlons de la période après les élections présidentielles. Ils ont été deux à être encerclés. Oui. Okombi Salissa et Mokoko. Le général Mokoko, ils ont commencé à envoyer des lettres de convocation. Mais je peux vous dire, mais c'était simple. Monsieur Okombi Salissa, ils étaient en train de travailler sur un scénario pour l'impliquer dans les vraies fausses attaques du 4 avril. Voilà la réalité. Et lui, sachant qu'on devait arriver à cette situation,
Mais il doit prendre les dispositions parce que nous ne sommes pas dans un régime normal. On est tout à fait d'accord. Comme a dit Mme Mounari, c'est une bande organisée de criminels. Mais une bande organisée de criminels, dit Mafina, il faut le dire très vite dans ce qui concerne M. Okomi Salissa. Oui. On est quand même surpris qu'aujourd'hui, avec tous les moyens dont dispose Sassou, qu'il n'arrive pas à mettre la main sur lui. Et vous comprenez qu'aujourd'hui, l'une des personnalités, je dirais, des gens qui suivent Pasteur Toumi, Monsieur Jean-Paul Mounarikidi, qui est au Canada, a posté à peine hier un texte qui explique que Monsieur Okomi Salissa est en fait au lait et au miel du côté d'Oyo avec son père ou son grand frère que nous voulons, Denis Sassou Nguesso. Finalement, il a été mis au vert en attendant que la situation passe, alors que les autres aujourd'hui copissent dans les prisons, les autres aujourd'hui se retrouvent dans une situation très difficile et que lui, finalement, il a tout pour vivre heureux en attendant que la tempête puisse passer. On aurait pu en rigoler, en rire, si ce n'était pas à ce point dramatique. Je rappelle à ce monsieur, je ne connais pas très bien le nom. Jean-Paul Wanabeki, je pense que c'est celui qui est proche, oui, entre guillemets. Moi aussi, je suis proche du Pasteur Toumi parce que je l'ai visité. Moi aussi, je suis proche du Pasteur Toumi parce que je travaille avec lui à travers ses intermédiaires. Il y a beaucoup de fantaisistes aujourd'hui qui se retrouvent, qui s'autoproclament proches de ceux-ci en politique, alors qu'ils n'ont ni les tenants ni les aboutissants. Ce monsieur, si je me souviens bien, c'est celui qui avait été arrêté avec mon frère Paulin Makaya et qui a passé son temps à pleurer dans les prisons. Alors qu'il sait pertinemment que lorsqu'on est dans un état totalitaire, tous ces problèmes peuvent arriver. Moi qui vous parle, j'ai été empêché de sortir de mon pays de 2012 jusqu'en 2007. Vous ne m'avez jamais vu pleurer ni crier quoi que ce soit. Donc ce genre de monsieur, je leur demande d'avoir un minimum de respect pour ceux qui souffrent à Brazzaville. Maintenant, pour répondre à votre question fondamentalement. Qu'est-ce qu'il a eu voilà. Mais qu'est-ce qui... Mais parce qu'on ne surestime M. Sassou Nguesso. Mais je vous pose une question simple. Je vous donne des éléments d'appréciation simples. Comment est sorti M. Mario Mandimba? Lui aussi, il est au Lyon. Mario Mandimba est au Lyon. Et Hervé Maïka, qui était le directeur de campagne de Mokoko. Il est au Lyon. Il est sorti comment? Massimo Tiassé, il est sorti comment? On surestime M. Sassou Nguesso. On le surestime. Mais n'oubliez pas que M. Sassou Nguesso, dans son propre entourage, ça je peux le dire, est infiltré de son propre entourage. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire dans un média comme celui-là. Mais comment nous avons les informations de ce qui se passe à l'intérieur? Parce que les gens qui ont voté les Mokoko, vous ne savez pas que 90% de la force publique a voté pour le général Mokoko. Et vous pensez que ces gens-là, s'ils ont la possibilité d'aider un leader de l'opposition, ils vont se gêner? Mais les raisons sont simples. C'est que le pouvoir est en train de mourir de l'intérieur, de pourrir de l'intérieur. Et nous bénéficions de ces complicités, de ces connivences pour nous mettre en sécurité. Voilà toute la raison, comment je peux dire, voilà l'élément d'appréciation qu'il faut avoir. Monsieur Okomi Salissa a utilisé tout simplement les canons qu'il a au sein du pouvoir pour se mettre en sécurité, parce que ceux-mêmes qui sont au sein du pouvoir savent que monsieur Okomi Salissa est dans la vérité. Parce que ceux qui ont combattu avec Sassou Nguesso en 97, mais ils ont vu Okomi Salissa, c'est ceux-là qui ont failli se faire trouver la peau à cause de Sassou. Et vous pensez qu'ils peuvent accepter qu'aujourd'hui Okomi Salissa soit aujourd'hui la victime de Sassou, alors que Sassou dormait là-bas au Lyon? Au moment où Okomi Salissa se battait, moi j'étais en face de M. Okomi Salissa, entre guillemets, en 97. Moi je suis du soubiste, je n'ai jamais été avec Sassou. Mais au moment où M. Okomi Salissa pense que Sassou les a trahis, que ce monsieur n'est pas un homme d'État, mais ceux-là même qui sont encore avec Sassou, mais peuvent lui apporter le mec. C'est ce qu'ils font d'ailleurs. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'il faut à nous tous. Parce qu'ils estiment que M. Sassou Nguesso a trahi la volonté du peuple, a trahi le référentiel qui est la conférence nationale souveraine. Voilà la réalité. Alors, Guy Mafila, vous parlez de trahison. Aujourd'hui, vous entendez et vous lisez aussi certains qui estiment que M. Okomi Salissa lui-même a trahi parce que ça a pris la position qui est la sienne aujourd'hui, c'est une position que certains estiment de lâcheté, puisque lui, en tant que leader, il se met au vert en entendant les hommes qui l'ont accompagné ou les femmes qui l'ont accompagné aujourd'hui sont en train de subir. Ils sont dans les geôles de M. Sassou et lui-même, il est au frais. Entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est là l'attitude d'un vrai leader au lieu d'être là aux côtés de ses brebis, comme on dirait, comme un berger, alors que mon coco, on l'a vu,
vu, il n'a pas fui, il est resté là et finalement, il est en train d'en payer le prix aujourd'hui. Le général Mokoko paye le prix. Je suis de ceux-là qui en souffrent. Mais je peux vous dire qu'en politique, il y a aussi les rapports de force. Et il ne serait pas intéressant aujourd'hui, lorsque vous menez une action politique, une lutte politique, de comprendre que tous les leaders soient quasiment mis entre guillemets, au trou. Entre guillemets, c'est de l'ineptie, c'est de l'hérésie de faire comme ça. Lorsque l'ANC se battait pour libérer l'Afrique du Sud, il y en a qui étaient sur le terrain, il y en a qui étaient en exil, il y en a qui étaient dans la clandestinité. C'est le bon sens même. Donc, aujourd'hui, les gens, je ne comprends pas comment ils n'arrivent pas à intégrer le fait que lorsque nous menons un combat, il y a une stratégie. Bien entendu, le général Mokoko a joué cette espèce de sacrifice de sa propre personne pour faire avancer le combat. Mais il faut comprendre aussi que d'autres leaders doivent se mettre, entre guillemets, dans une espèce de clandestinité pour continuer à orienter. Je vous ai dit tantôt que M. Okombi Salissa, nous sommes en contact permanent. Je n'ai pas envie d'en dire plus parce que ça relève des questions de sécurité, ça relève des questions de sa vie. Nous sommes en contact permanent. Au moment où je vous parle, si j'ai envie de contacter M. Okombi Salissa, je vais le contacter. Il est dans cette mise en sécurité et en même temps, ce monsieur continue. Mais je vous prends un exemple. Mais M. Sassou Nguesso, pendant la guerre du 5 juin 1997, il était dehors. Vous savez où est-ce qu'il se cachait? Vous savez où est-ce qu'il se cachait? Demandez au général Diap, il vous dira. C'est Diap, le général Diap. Tassoua qui était dehors. Ben oui, Tassoua était où? Il était dehors, il était au front. Ça n'a pas de sens. Alors cela signifie-t-il que au commissariat est en train de préparer un autre front finalement, puisqu'il est en clandestinité, vous avez évoqué l'ANC, ce qui était en clandestinité était soit en train de préparer aussi des actions militaires. Est-ce qu'aujourd'hui on prête au communiste Salissa peut-être un plan B par rapport à la situation actuelle, puisque le dialogue avec Sassou ne marche pas? Certains avaient estimé que Mokoko avait lui aussi un plan B pour ramener les généraux. Finalement, Mokoko se retrouve seul. Est-ce qu'aujourd'hui, au commissariat est en train de préparer un plan B, puisque Sassou, lui, ne discutera pas, sans doute avec des armes, et lui le connaît très bien. Est-ce que lui, aujourd'hui, Guy Mapimon, diriez-vous, prépare un plan B, un plan militaire, à l'image de ce que nous dit aujourd'hui Binokou Kemine, pour bouter Sassou dehors? Le plan B est déjà en route, mon cher Messire Makosso. Regardez, vous allez voir. J'ai toujours tendance à expliquer cela en prenant un exemple. Il y a eu hold-up électoral au Tchad. Il n'y a plus de question de crise post-électorale au Tchad. Il y a eu hold-up électoral en Guinée équatoriale. Il n'y a plus de crise post-électorale. Aujourd'hui, au Congo, je ne sais pas combien de mois après, M. Sassou Nguesso est en train de vouloir gouverner dans une espèce de peur bleue. Hier, avant-hier, j'apprenais comment il est parti fouiller dans les hôtels à Talangaï. Il voit le diable partout. Non. Le plan B est déjà en route. Mais le plan B, les gens pensent que le plan B, c'est prendre tout simplement, ça se résume à prendre les armes, aller rentrer dans la gueule du pouvoir en place. Non, le plan B, il y a plusieurs leviers. Le plan B, le levier, il est à la fois diplomatique, il est à la fois au niveau de la communication, il est à la fois au niveau de la mobilisation, et il est à la fois, bien entendu, de résister dans une espèce de posture de légitime défense, de résister à la barbarie du pouvoir. C'est ce que fait Toumi. C'est ce que fait Toumi. A-t-il eu de l'aide de la part du commissaire? C'est ce que fait Toumi. Est-ce que Toumi a eu de l'aide du commissaire? C'est ce que fait Toumi. Je peux vous dire que si moi, Mafimba, je l'ai dit chez un de vos confrères, si j'étais à Brazzaville, je serais certainement en forêt avec M. Toumi. Parce que ma conception même de la lutte politique, lorsque la lutte politique prend cette allure d'une lutte armée, comme le disait d'ailleurs le défunt président Nelson Mandela, c'est l'ennemi qui détermine la forme de la lutte. Ça soit en train de déterminer aujourd'hui la forme de la lutte. Raison pour laquelle on reviendra toujours sur la posture actuelle de Okombi Salissa. Mais lui, il avait déjà compris que
M. Sassou Nguesso allait nous amener sur ce terrain. Donc il fallait prendre ses dispositions pour. Il a pris ses dispositions pour se mettre en sécurité et de là où il est en train de travailler pour, bien entendu, que l'alternance démocratique, que la victoire de notre peuple revienne à notre peuple. Guy Mathieu, vous avez parlé de légitime défense. On comprend très bien qu'aujourd'hui, à l'opposition, personne ne condamne en fait l'action ou ce que fait M. Toumi. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, M. Okomi Salissa soutient le pasteur Toumi dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Congo? Mais là, cette question ne doit même pas se poser. Le problème, ce n'est pas de soutenir ou pas soutenir Toumi. Monsieur Toumi, pour beaucoup ne savent pas. Raison pour laquelle je parle de beaucoup de fantaisistes ici, sur la place d'Europe. Ce que je dis, je pèse mes mots, moi. Ils diront encore que M. Mafimba utilise des... Non, il y a beaucoup de fantaisistes. Monsieur Toumi, le pasteur Toumi, est avec nous depuis la création du FOCAD. Il envoyait souvent ses observateurs. Gustave Tonneau, je cite le nom. Nous avons commencé à créer le FOCAD avec Gustave Tonneau. Donc, lorsque même il y a eu le dialogue de Sibiti, nous avons discuté sur aller ou ne pas aller. Mais la posture de M. Toumi était toujours de dire, moi je suis partenaire de la paix. Donc, je dois créer toutes les conditions pour qu'on épuise toutes les voies de recours. Ça ne doit pas avoir un prétexte. Donc, M. Toumi a toujours travaillé avec nous. Je vous donne encore un exemple simple. Lorsque nous sommes en train de faire la tournée dans Brazzaville, dans les meetings, mais M. Toumi envoie ses partisans à nos meetings. Je me souviens à Madibou. Ceux qui étaient à Madibou vous le diront. Il y a eu les partisans de révérend pasteur Toumi qui étaient, ils sont très remarquables avec leur tenue couleur violette. Donc, pour nous, Toumi fait partie de cette plateforme IDC FOCAD. Et JM3, maintenant. Mais pourquoi il y a pas un soutien affirmé en fait, Anthony? Parce que tout le monde aujourd'hui, chacun a un peu ses dédouanes en disant bon, il fait, mais nous voulons la paix. Qui se dédouane? Les gens qui se sont dédouanés, oui. C'est M. Parfait Kolela. Parce que quand tu dis je condamne les violences d'un côté comme de l'autre, c'est de la, moi j'appelle ça de la forfaiture. On va y revenir. On va y revenir. Lorsque j'ai entendu j'ai lu Mathias Nzan parler de il ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe dans le pool et tout, mais c'est de la forfaiture plus ou moins. Mathias Nzan participe avec nous dans les réunions, il y avait Gustave Tonneau. Donc il y avait Gustave Tonneau, le représentant mais c'est de la forfaiture. Maintenant lorsque vous écoutez les membres de l'IDC FOCAD, lorsque vous écoutez Mme Mounari, il n'y a pas d'orage. Elle dit tout simplement que ce qui se passe dans le pool, c'est une conséquence de la crise post-électorale. Ça soit en train d'utiliser les armes contre un des nôtres qui a dit non au Rwanda. Quand vous écoutez, quand vous lisez Boao, il ne marche pas seulement à ce niveau. Mais non, c'est là où il y a la ligne de démarcation. Donc quand vous me dites que non, nous soutenons, bien entendu, la posture de légitime défense du révérend pasteur Toumi. Pourquoi? Parce que la crise du pool commence quand? Mais c'est lorsqu'il y a eu cette espèce de simulacre d'attaque du 4 avril. Et souvenez-vous, Toumi vient à Brazzaville pour participer au dernier meeting de Kolela, où il y a Boao. C'était le 17 mars. Le 17 mars, il est attaqué. Il est tombé. Il n'a pas réagi. Mais quand il est arrivé pour dire seulement je soutiens Kolela, il est arrivé pour dire je soutiens le changement. Je soutiens la tendance démocratique. Parce que nous avons épuisé toutes les voies. J'ai envoyé mes gens à Sibiti, j'ai envoyé mes gens de la consultation, ça se ne tient qu'à tête. Et je vais vous signaler une chose. Pourquoi M. Toumi a demandé à Walembo et à Lubota, qui étaient deux de ses représentants, généralement dans ces genres d'activités, dialogue et autres, pourquoi il les a renvoyés de son parti? Mais parce que ces gens étaient plus ou moins en connivence avec le pouvoir. Et Toumi a dit non. Moi, ma position est claire. Que ça soit fait ces 2 mandats, il doit partir. Donc, je suis du côté des autres. Donc, vous n'avez même pas me posé la question de savoir si Okombi ou
soutient ou pas. Non. C'est une suite logique. Nous regrettons le fait que M. Sassou aujourd'hui est en train de basculer du bras de fer politique au bras de fer armé. Mais on fait quoi? Lorsqu'on vient vous tuer, vous faites quoi? Vous pensez qu'aujourd'hui, si Okombi était le jour où on est venu le chercher, s'il était, il était chez lui? Le jour où on est venu le chercher, s'il était chez lui, s'il avait de quoi se défendre, il allait se laisser faire. Il allait se défendre. Parce que ces gens, c'est des barbares. Et regarde ce qu'ils sont en train de faire à mon frère Kalakala. C'est de la barbarie. Donc, pour nous, la question ne se pose pas. Ceux qui jouent à l'ambiguïté, ceux qui jouent à la duplicité, ils avaient leur agenda caché. Voilà. Vous parlez d'agenda caché. Tout simplement. Guy Mafiba, vous parlez d'agenda caché. On va parler déjà d'un homme, c'est Parfait Kolela. Nous avons reçu ici sur le plateau des gens qui ont estimé que Parfait Kolela, non seulement qu'il était à l'origine du Focal, mais aujourd'hui les jugements que certains d'entre vous, dans l'opposition portés sur lui, est un faux jugement parce que lui a toujours été dans le vrai, lui a toujours estimé que le Congo ne devrait pas se retomber dans les violences, puisque certains à l'opposition qui étaient avec lui auraient bien voulu qu'il puisse faire sortir ses adeptes afin de pouvoir marcher sur Brazzaville. Lui, estimant, étant un bon berger, comme il s'appelle de plus en plus, ne pouvait pas envoyer en pâture ses moutons, et finalement, il a fait marche arrière, et ce qui exprime parfois l'animosité que vous portez aujourd'hui, vous, certains à l'opposition, sur Parfait Kolela. Est-ce que Parfait Kolela, Guy Mafiba, reste un allié pour vous? Parfait Kolela, avant d'être un allié, c'est un frère pour moi. C'est un frère pour moi, je peux vous dire que il le sait. Nous étions dans la majorité présidentielle hier. Monsieur le Parfait Kolela, ministre de la République, je partais travailler dans son bureau. Lorsque nous devrions mettre en place une alliance RDD-MCDDI. Donc ça ne peut pas être un ennemi pour moi. Nous sommes dans une divergence profonde avec Parfait Kolela. Ce que je vais dire d'emblée, M. Parfait Kolela n'a pas de monopole du cœur. Ça veut dire que ce n'est pas lui qui doit nous faire comprendre que moi, je suis là pour protéger et d'abord dire les miens. C'est très péjoratif parce qu'un électorat ne vous appartient pas. Un électorat vous suit à travers vos orientations. Ça, c'est la géopolitique congolaise vient en sorte que chaque leader est... Mais si on dit comme ça, on a faux parce que le jour d'ailleurs où il y a eu des événements dans les quartiers sud, c'était beaucoup plus les partisans de Paulin Makaya qui étaient sortis. Ni Parfait Kolela, ni les autres étaient dehors. C'est Parfait Kolela qui était Makaya. Donc Makaya peut revendiquer cela. Mais Makaya n'est pas de la région du Poul, comme qui dirait. Non, c'est une grille de lecture qui est tout à fait fausse. Ça c'est de 1. De 2. Par rapport à l'histoire de Parfait Kolela, je pense qu'on en a beaucoup parlé. Le coordonnateur de l'IDC Focal, Boho, a été clair là-dessus. Nous avons créé l'IDC, et je tiens à dire que Parfait Kolela n'est pas le fondateur de l'IDC. Il est parmi les fondateurs. Il est parmi les fondateurs, mais c'est pas lui qui a créé l'IDC. Mais il a revendiqué lui-même lors d'une... Mais c'est faux. J'insiste, c'est faux. L'idée de la création de l'IDC est partie du domicile de M. Oba René Blanchard. Nous sommes en train de préparer Diata. Parfait est encore au gouvernement. Blanchard Oba, Augustin Kalakala, Guy Mafima. C'est nous qui avons proposé le dialogue alternatif. Mais nous avons pensé que si on aurait ce dialogue alternatif sans d'autres entités hier de la majorité présidentielle, dans ce dialogue, ça n'aura pas le même impact. Il fallait créer les conditions de ramener Okombi qui avait déjà envoyé son représentant et Kolela. C'est comme ça que l'idée nous vient de dire, mais il y a beaucoup qui ne veulent pas basculer de l'ancienne majorité présidentielle au Focal. Parce que, on va dire, le basculement serait trop raide. Il fallait créer une espèce d'espace intermédiaire. Donc tous les membres qui étaient de l'ancienne majorité créaient un espace. Voilà, l'IDC. C'est comme ça que Okombi a pris son bâton de pèlerin pour aller convaincre Parfait de nous rejoindre. C'est comme ça que Mabi Mavongo est arrivé, Michel Mokouye est arrivé, et moi j'étais déjà là avec le RDD, Oba Blanchard était... Voilà comment
est parti l'IDC. Alors, est-ce qu'aujourd'hui vous estimez que le passé Kolela a trahi? Est-il un traître? Je n'utilise pas le mot de traite. Je dis tout simplement que nous avons une divergence profonde. On sort de la présidentielle. Nous avons signé la charte de la victoire. Oui. Lorsqu'on signe la charte de la victoire, on doit Vous avez signé, certains ont signé, parce que Tati Madiala qui était avec vous. Il a signé plus tard. Peut-être un peu plus tard. Oui, mais il a signé. Oui. Excusez-moi, mais c'est vraiment du mensonge pur et simple. Il a signé. La signature, j'ai le document à la maison. Donc, on sort de cette élection présidentielle, charte de la victoire était claire. Et nous savions pertinemment que ce n'est pas par hasard que nous avons mis en place le comité technique des élections. Parce que nous savions pertinemment que ce sont nos propres résultats à nous qui seront en vigueur. Et on sort de là, sans concertation. M. Tati Madiala va reconnaître déjà M. Sassou Nguesso. Sans concertation, Kolela fait une première déclaration à l'emporte-pièce dans une duplicité totale. Je me souviens, lorsque cette déclaration est sortie, Henri Zoza, il est là. Il m'appelle paniqué. Il a même à l'époque accusé les collaborateurs de Kolela qui l'ont envoyé dire tout et n'importe quoi. Henri Zoza, c'est le président de la PACO. Voilà. Je Je le dis là, il va m'écouter. C'est moi et lui. Nous avons créé les conditions de défendre la position de Kolela en se disant il fallait qu'il fasse un rétro. Il a fait ce rétropédalage. Il a continué avec une deuxième déclaration. Et vous comprendrez que vous souvenez, à chaque fois que M. Kolela fait une déclaration, il y a toujours une espèce Mais pourquoi? Parce que c'est pas clair. Et en politique, lorsque le message n'est pas clair, ça saute aux yeux. Alors aujourd'hui, parfois Kolela est en train d'organiser une convention. Vous, à l'Idriss Foka, vous organisez une convention. Est-ce que vous allez l'inviter? Écoutez, M. Kolela, la goutte d'eau, c'est cela, cette fameuse convention. Oui. Vous ne pouvez pas organiser une convention en invitant, non seulement de manière unilatérale, vous n'êtes pas le coordonnateur de notre plateforme, vous le faites très bien. Nous avons acté que c'est un acte de démission. Ça, c'est de 1. De 2, il invite Paul-Marie Paulet. Donc, je tiens à vous rappeler. C'est un coordonnateur du Frocal. Paul-Marie Paulet, nous l'avons mis en minorité, nous l'avons viré du Frocal. Pourquoi? Mais mon ami, mon frère parfait Kolela était parmi ceux-là qui ont fait suivre par Paul-Marie Paulet. Et c'est là où nous découvrions que Paul-Marie Paulet était en intelligence avec le pouvoir. Je le dis. Je préfère maintenant dire des choses pour démontrer que nous étions des acteurs. Nous n'étions pas à Paris en train de faire des spéculations. Donc, lui qui a dit, a compris, lui qui nous a démontré que Paul-Marie Paulet travaillait en quelque chose avec le pouvoir, tous nous avons réuni ces éléments. Il ne peut pas appeler aujourd'hui Paul-Marie Paulet pour travailler des questions relatives à l'opposition. Il a appelé Tati Madiala, il a appelé Kinubi Kiambungu, il a appelé Kinubi. Ça montre quand même sa capacité de rassembler. Mais est-ce que vous avez eu les résultats? Vous savez pertinemment que ni Paul-Marie Paulet, j'ai lu sa déclaration, ni Tati Madiala, ni Ongios, encore moins personne ne veut participer à cette convention. Pourquoi on ne parle plus? Mais parce qu'ils se sont rendus compte que monsieur n'était pas dans une cohérence politique. Tu ne peux pas quitter une plateforme sans donner des raisons valables pourquoi tu as quitté cette plateforme, pour créer une autre plateforme. Et non, les autres ont compris que c'était une posture de repositionnement parce que monsieur avait un agenda caché. Voilà la triste réalité, voilà la triste vérité. Guy Mafuba, on va faire une pause et nous reviendrons tout à l'heure. Retour sur le plateau, vous suivez donc les yeux dans les yeux avec Guy Mafuba qui est notre invité. Guy Mafuba, on a entendu ici sur notre plateau des déclarations selon lesquelles des personnalités du Nord, mais les populations du Nord ne compatissaient pas à la douleur des populations du Sud. Est-il vrai qu'aujourd'hui, quand on entend des hommes et des femmes s'exprimer sur la situation qui prévaut aujourd'hui dans le pôle, ce sont toujours en majorité que des gens du Sud. Ceux du Nord se taisent. Quand on voit au niveau des élus, on prend la région du pôle, vous avez deux élus emblématiques, ce sont M. Kolela et M. Yoka. Or, Kolela, on l'entend, il est parfois indexé, mais M. Yoka, lui, originaire du Nord,
qui est en même temps député d'Infindia, on l'entend pas. Est-ce qu'aujourd'hui, Guy Manfima, dans cette affaire, cette crise du pôle, est une affaire nord-sud? Écoutez, moi je suis toujours très gêné, vous savez, pour deux raisons. Très gêné de parler de ces choses, parce que cette grille de lecture nord-sud et autres, nous qui avons grandi à Poto-Poto, on est très réservé sur ces genres de choses. Ça, c'est la première raison. Mais la deuxième raison est encore plus importante. Vous savez, lorsque j'étais avant de repartir à Brazzaville et vivre véritablement, depuis 2009, j'entendais beaucoup cette lecture, je lisais, mais sur le terrain, en tant qu'acteur politique cette fois-ci, mais de premier plan, modestement je le dis, mais de premier plan, je continue à penser que y a beaucoup de déclarations fantaisistes, mais beaucoup de déclarations fantaisistes. Il fallait vivre ces choses de l'intérieur pour comprendre cela. Lorsqu'on vous dit qu'on est en train de massacrer dans la partie sud, dans le poulet qui est dans le nord, les gens, les gens dansent, les gens mais parlent. c'est faux et archi faux, mon cher ami. C'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. Pourquoi? Pour la simple raison que les élections ont eu lieu au Congo. Est-ce qu'on vous a dit que dans la partie nord, on a voté massivement pour Sassou? Malgré tout ce qu'ils ont raconté comme machin truqué, chiffre truqué? Non, c'est archi faux. C'est une grille de lecture qu'aujourd'hui on entend, et j'ai entendu dernièrement dans la bouche des partisans de Parfait Kolela, mais ils le font consciemment ou inconsciemment en se donnant une espèce de posture de vouloir justifier en fait leur imposture. Ils sont dans une imposture pour justifier l'imposture. Dire à leurs partisans que attention, cette histoire-là, on nous tape parce que nous sommes du Sud. Non! Mais les gens ont oublié 87. Sassou n'a pas hésité une seule seconde d'aller massacrer les gens à Owando, à Ikonongo, à commettre des crimes. Mais pourtant, c'est sa région, la Cuvette. Mais en 97, il y a des charniers à Owando. J'ai vu des charniers. Le président Yombi a érigé même un monument des charniers à Owando. C'est pas la Cuvette? Non. Monsieur Sassou Nguesso aujourd'hui, s'il estime qu'il y a un Toumi à Oyo, il va bombarder Oyo. Parce que, comme l'a dit mon jeune frère Andrea Gombe la dernière fois, et je utilisais souvent ce mot, Monsieur Sassou n'est pas sorti de son statut de primitif. C'est-à-dire qu'il confond le gibier qu'il chassait hier, malheureusement à des hommes aujourd'hui. Il n'y a pas cette histoire de grille de lecture, non. Les Congolais souffrent autant au nord qu'au sud. Maintenant, la question qu'on doit se poser, et qui peut être légitime de se dire, mais pourquoi dans la partie nord, il n'y a pas eu des affrontements et autres? Ça, en tant que quelqu'un qui a vécu ces événements, vivant à Poto-Poto, je peux vous le dire. Je vais vous dire une chose. Lorsque nous sommes en plein événement, en pleine, entre guillemets, répression à Brazzaville, moi j'ai passé plus d'un mois, je ne dormais plus à Poto-Poto, chez moi. Mais pourquoi? Parce que Poto-Poto est quasiment encerclé par les éléments du pouvoir. Les dignitaires, la majorité des dignitaires vivent où? Dans la partie nord. Et ces dignitaires, dans vos quartiers, ils ont des petits à qui ils ont donné de l'argent pour vous surveiller. Donc la possibilité de bouger ou de faire bouger des jeunes est réduite. Est réduite. Parce que la répression est à ta porte. Ce qui n'est pas le cas dans les quartiers sud. Je dis bien la répression. Moi, j'ai un colonel en face de moi. À côté de chez moi, à Poto-Poto, j'ai un colonel. Je ne dis pas que ce monsieur va me vendre, mais il est du pouvoir. Vous pensez que si je suis en train de traficoter des mouvements de foule là-bas, non, il va signaler à ses anciens collègues et autres. Donc la configuration dans le quartier nord est assez particulière, ce qui fait que les gens ont des difficultés pour créer
les conditions de trouble. Deuxième raison. Vous savez, quand je parlais d'Okombi, depuis 2013, c'est Okombi qui avait une organisation dans les quartiers nord. Mais depuis 2013, tous les éléments, tous les facteurs de mobilisation, les acteurs de mobilisation proches de la CADD ont été pris sans prison. Donc il faut réorganiser les gens. Et troisième raison, c'est là où je dis, les gens forcent le trait. Mais le 20 octobre, je suis dans les quartiers nord. Je suis à rond-point de Mungali. Nous avons été matraqués. On a reçu les gardes lacrymogènes. Vous vous souvenez lorsque vous m'avez appelé? Je vous faisais entendre les... Donc je suis chez moi et vous entendez les détonations. J'étais où ce jour-là? Qui voulait que les Congolais, il fallait que vous remettiez aux Congolais cette séquence-là où je vous parlais au moment où je vous dis on est en train de tirer. Mais je suis dans les quartiers nord. Mais la difficulté c'est quoi? C'est que le pouvoir, à travers ses outils de communication, envoie ce message-là de dire non, dans les quartiers nord, il n'y a rien. Et bêtement, inconsciemment, vous avez les acteurs qui se disent de l'opposition récupèrent ce message-là, mais qui est un message de diversion, de division, pour isoler, pour donner l'impression que c'est un conflit nord-sud. Alors, vous parlez voilà la triste réalité. Alors, on comprend bien cette réalité, il est quand même ambiguë aujourd'hui. S'il faut rester toujours dans le pool, c'est qu'aujourd'hui, il m'a fait voir, vous le lisez et vous l'entendez, que certains estiment que Ntoumi ne fait que jouer M. Lusassou, c'est-à-dire que vous avez tous les leaders de l'opposition, on en doute aujourd'hui, puisque on se pose la question, où trouve-t-il des armes pour aujourd'hui résister d'une manière assez farouche et infliger des pertes énormes qu'on voit aujourd'hui à l'armée régulière? Nous sommes encore là dans une espèce d'immaturité des gens qui se disent acteurs politiques. Mais les gens doivent se souvenir de l'histoire. Monsieur Sassou Nguesso a travaillé dans les services. C'est un homme d'abord des services. Mais vous savez comment ça se passe dans les services? Lorsque vous avez un adversaire qui devient de plus en plus difficile à maîtriser, qu'est-ce qu'on fait? Il faut l'isoler. Comment on fait pour l'isoler? Bien entendu, faire passer le message autour à son entourage. Attention, il est avec nous. Il est avec nous. Il joue le jeu. C'est lui-même qui massacre ses partisans. Mais c'est vieux comme la terre, ce genre de stratégie. Quand je dis il y a une véritable immaturité, il faut relire notre histoire. Vous savez, lorsque le colonel Tchourou, parce qu'il estimait que, comme l'a dit Okombi, Sassou les a trahis, parce qu'ils n'ont pas combattu aux côtés de Sassou pour installer un népotisme ou une dictature. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Oh, mais c'est son homme! Il a toujours travaillé ensemble, il fait le jeu. Vous vous souvenez de ça? Même à l'époque d'Onga, j'étais encore très jeune, mais on a écouté ses discours. Je vais vous donner encore un exemple simple, le général Golondele. Là, je parle parce que c'est mon oncle. Mais j'ai écouté plein de choses sur le général Golondele. Oh, il joue le jeu de Sassou. Mais moi qui suis proche de mon oncle, mais je sais comment il subit le régime de Sassou depuis plus de 10 ans. Plus de 20 ans. Il a son fils qui est quand même... Mais ça veut absolument le rien. mari de la fille de Mais monsieur. est-ce que ça dit quelque chose, monsieur Sir Makosso? Enfin, on peut avoir un politique congolaise, mais dans ce cas, Edgar c'est bon. Edgar Nguesso, c'est mon beau-frère. N'est-ce pas? J'aurais pu vous aussi dire la même chose. Donc ma fille aussi joue le jeu. Non. Les convictions, ce sont les convictions. Les hommes, ce sont les hommes. Aujourd'hui, cette fameuse thèse qui consiste à dire Ntoumi joue le jeu, ça a été distillé par le pouvoir. Distillé par le pouvoir. Ils savent toujours faire la même chose. Mais comme ils ont fait le 4 avril, ce sont soi-disant les partisans de Ntoumi qui ont attaqué. Mais l'objectif, c'était pas le 4 avril. On crée une mascarade, une attaque, on simule une attaque. On en profite pour neutraliser Ntoumi. Comme il est très proche de Brazzaville et il n'est pas d'accord avec nous, il peut. Et puis, on prolonge le scénario en interpellant les combis et autres qui sont complices de l'attaque. Le troubadour Raphaël a rédigé le scénario. Soyons attentifs. Le même troubadour qui avait rédigé le scénario des explosions du 4 mars. Soyons attentifs. Donc, monsieur... local, voilà. par François Victor. Voilà.
Et le troubadour, il est du Nord. Donc c'est pas un débat Nord-Sud. C'est un débat d'un homme qui veut s'accrocher au pouvoir en utilisant tous les moyens en sa possession. Et d'autres qui estiment qu'il n'est pas question jusqu'à ce qu'au péril de la vie, il résiste. Maintenant, entre-temps, vous avez des gens qui sont résignés, d'autres qui sont dans la compromission et qui sont là en train de suivre comment le vent va souffler, comment le vent va souffler, et par rapport à ça, vous les voyez balancer des inepties comme je viens d'écouter. Voilà, je comprends bien votre thèse, mais la réalité est quand même têtue. On a vu il y a quelques jours le pouvoir, c'est le pouvoir peut-être de leur propre initiative, des cadres du pôle qui se sont réunis, mais on n'a pas vu des cadres du Nord se réunir pour essayer de condamner ce qui se passe dans le Sud. On a entendu M. Kolela qui aujourd'hui est accusé du tout et qui s'exprime sur ces questions-là, mais M. Yoka, lui qui est du Nord, qui est élu dans le pôle, ne s'est même pas exprimé. Monsieur Yoka est membre du pouvoir. Il était avec les cadres de fameux pôles pour condamner Toumi, pour demander à ce que l'armée aille raser le pôle. Comment voulez-vous que je demande à moi, à monsieur Yoka, de condamner leur propre simulacre? Ça n'a pas de sens. Mais non, lorsque vous parlez des cadres du Nord, mais non. Mais les gens qui s'opposent à Sassou ne sont pas seulement les cadres du Nord. Ce n'est pas seulement les cadres du Nord. Et donc, ce que je dis, c'est une grille de lecture qui est complètement faussée. Donc, lorsque on prend position claire, nette, ferme, contre ce qui se passe dans le pôle, vous allez dire que Boalo a parlé parce qu'il est du Nord. Non, Boalo a parlé parce que, comme il a toujours dit, il est dans une espèce d'intransigeance éthique. Il ne peut pas accepter que une armée puisse aller bombarder la population. Donc, cette grille de lecture, oui. Ça ne convient que à des gens, la petite composante des gens qui sont résignés ou qui sont dans la compromission pour trouver des justificatifs. Ils ne savent plus quoi faire. On utilise ce genre. Ah oui, le Nord. C'est pas ça le problème. Un. Et deux, comme j'ai dit, c'est des gens. Nous sommes ici en train de boire notre vin, en train de bouffer notre semoule. Il y en a. Hier. Qui sait que hier, Boao et Éric Montpouillan ont failli se faire arrêter? Qui le sait? Qui le sait? Personne ne le sait. Mais on est là en train de balancer des postes revanchards et tout. Ils ont failli se faire arrêter hier. Qui sait que Boao, depuis je ne sais pas combien de temps, il ne peut plus sortir de ce pays? Qui sait que Mme Mounari ne peut plus sortir? Qui ne sait que Oba a un truc dans le pied, il ne peut plus sortir? Qui est en train de pourrir dans son pied? Qui le sait? Qu'on arrête de faire la leçon aux gens en étant devant notre télé à manger la semoule et le vin. Et à boire du vin. Aujourd'hui, vous avez finalement une dent contre ceux de la diaspora qui s'expriment sur la situation congolaise. Vous-même, si vous êtes à la diaspora, même si vous êtes reparti au Congo en tant qu'aujourd'hui, on vous reçoit en tant qu'acteur local, en situation, je dirais, de repli sécuritaire ici à Paris, mais vous condamnez ceux qui estiment que du côté de Brazzaville, que ce soit Blanchard Oba qui a été accusé de trahison, que ce soit encore M. Tsiati Mabiala, Parfait Kolela et bien d'autres aujourd'hui qui constituent cette opposition, accusés d'avoir trahi l'idéal du départ dans cette opposition qui a laissé un champ libre à Sassou Nguesso de pouvoir faire ce qu'il veut aujourd'hui au Congo. Déjà, Sassou ne fait pas ce qu'il veut au Congo, Sassou est en difficulté, Sassou est dos au mur. Sassou, je peux vous le dire, il nous garantit que Sassou ne finira pas, il risque de ne pas finir cette année. Il ne risquera de ne pas finir cette année, ça je le dis et je persiste, je le dis. Et de un et de deux, lorsque je dis ça, je ne suis pas en train de taper sur la diaspora, moi-même je fais partie de la diaspora. Oui. Mais j'essaie de... C'est dur. Diaspora, un certain nombre d'acteurs politiques qui se disent acteurs politiques, parce que la politique, c'est tout un... c'est pas le tout de dire moi je suis devenu politique. La politique, c'est assez complexe, je veux dire. Non, il y a ces nombre d'acteurs, mais pour des raisons que je comprends. Vous savez, lorsqu'on s'engage ce débat sur la tendance démocratique, il y a beaucoup de gens qui se voyaient à Brazzaville, à des postes de responsabilité. Mais bien entendu, mais il ne veut pas dire la vérité. Il y a beaucoup de gens qui se voyaient à des postes de responsabilité. Parce que pour eux, l'affaire était terminée, ça se va partir, je vais me retrouver député, je vais me retrouver ministre, je vais me retrouver, je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux. Et ces acteurs-là, parce qu'ils estiment que là-bas, ça doit être des gens de Daesh qui doivent se suicider, et comme ils ne l'ont pas fait, ils sont devenus tous des traîtres, ils nous ont trahis. Ils vous ont trahi à quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as été capable de faire pour
faire avancer le combat. Qu'est-ce que tu fais actuellement? Oui, raison pour laquelle je dis, je ne suis pas en train de taper sur la diaspora. La première fois que j'ai sorti une déclaration ici, quand je suis arrivé, j'ai dit, vous sous-estimez la diaspora, vous sous-estimez votre rôle. Je me rappelle, c'était dans ces événements. Voilà, donc j'ai toujours rendu un hommage. Et nous avons aujourd'hui 2 frères qui sont en prison, le petit Mandela et Faye. Voilà des gens qui ont posé des actes. Et vous les voyez revendiquer, crier. Je vois un petit comme Andrea Malewa Gombe, ce qu'il fait dans les coulisses. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous pensez que quand Paris Match sort des articles avec des titres aussi quasiment partisans, on va dire, traiter Sassou de chasseur, vous pensez que c'est le fait du hasard? Mais il y a un travail qui se fait. Donc ce que je dis, je veux bien qu'on fasse des critiques. C'est normal. La perfection n'est pas de ce monde. Mais je ne veux pas, je ne souhaite pas et je ne supporte pas qu'on bascule dans une espèce d'anathème. Il est traître, il est ceci, il est lâche. Ça, je ne peux pas. Parce que j'ai vécu ces choses-là. Surtout ce mot de lâcheté. Ce mot de lâcheté, je ne peux pas le supporter. Il y a des gens qui sont en train de tomber aujourd'hui. Il y a des gens qui sont tombés. Il y a des gens qui ont failli tomber. On ne peut pas parler de lâcheté lorsque vous n'avez pas vécu ces choses-là. On ne peut pas parler de lâcheté. Raison pour laquelle je suis dur par rapport à ça. Oui. Donc la spéculation de la diaspora vous y aspire en fait, si je comprends bien. Pardon? La spéculation. Mais oui, on n'a pas d'éléments. On n'a pas d'éléments. On va balancer des choses ici. Non, au combi à Oyo en train de boire du champagne. Mais est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on dit? Est-ce qu'on peut se rendre compte de ce qu'on dit? Donc on va dire aujourd'hui que Mokoko est content d'être en prison. Attends, il faut être sérieux. J'ai entendu, j'ai vu des choses. Mokoko est lâche. Est-ce qu'on peut être sérieux de dire des choses comme ça? Ce monsieur est officier général. De quelle lâcheté on parle? Il a réussi à faire sortir des gens. Et lui-même, il ne pouvait pas sortir? Non, il faut être sérieux. Et j'ai dit tantôt, comme je l'ai dit, ceux qui pensaient qu'ils devaient occuper des postes de responsabilité, très bien. Dans ce cas, qu'il aille à Brazzaville, qu'il aille faire la guerre. Tout simplement. Au lieu de passer leur temps à insulter ceux qui sont en train de se battre sur le terrain. Alors Guy Mafima, on va avancer juste pour terminer cet entretien. On va évoquer en fait aujourd'hui la situation de l'opposition. On a bien compris qu'elle est disparate. Il y a des initiatives ici et là, Parfait pour les là, l'IDC Frocade. Et de l'autre côté, vous avez le collectif mené par un collège de présidents à la tête duquel vous retrouvez en fait Monsieur Mathias Nzon. Ils ont fait une déclaration, une lettre ouverte qu'ils ont adressée au président de la République, Denis Sassou Nguesso, le 12 octobre dernier, expliquant qu'on devrait sortir de cette situation par la grande porte, réunir le Congolais dans un dialogue inclusif. Est-ce que là vous soutenez cette démarche, Guy Mafima? J'ai lu le courrier. Je peux vous dire que je ne partage pas le contenu de ce courrier. Enfin, c'est un contenu quand même qui brosse. Je vous donne mon avis. Non, parce que ils font de ce qui se passe dans le pool une situation particulière. Elle n'est pas particulière. La crise du pool, la barbarie dans le pool, il faut dire les choses. Ce n'est pas une crise, c'est une barbarie qu'a orchestré M. Sassou Nguesso dans le pool. C'est une conséquence de la crise post-électorale. C'est une conséquence de la crise post-électorale. Donc, lorsqu'on voit les choses à ce niveau, on ne peut plus passer son temps à dire qui a tort, qui a raison. C'est M. Sassou Nguesso qui est responsable de ce qui se passe dans le pôle. La barbarie qui est en train de se passer dans le pôle, M. Sassou Nguesso répondra de ses actes tôt ou tard. Ils n'ont pas été clairs sur ce point-là? Pas du tout. Ils ont mis dos à dos M. Toumi et M. Sassou Nguesso. Et après, demander à Sassou Nguesso d'être le père de la nation. D'ailleurs, je n'aime pas cette expression. Enfin, c'est la réalité. Mais quelle histoire de père de la nation? Ça, c'est leur concept de leur génération. Il n'est pas le père de la nation. Je n'ai jamais entendu ici un Français parler de Hollande, le père. Non. Monsieur Sassou Nguesso a fait ses 2 mandats, il a perdu les élections, il doit partir. J'attendais monsieur Nzon Mathias sur ce terrain. Et d'ailleurs, on me reprochait que j'étais très dur. On voit dans la lettre, il est dans le positionnement. Il reconnaît. Pour lui, il est républicain, reconnaissant à son excellence le président de la République, c'est le respect des lois. La République, c'est le respect des lois. Et la première personne qui a violé. Mais c'est l'institution. Quelle institution? Les institutions sont la conséquence d'un viol constitutionnel. Donc elles sont illégitimes. Ces institutions. Vous considérez qu'ils ont fait trop en fait dans cette lettre?
Parce que c'était voilà, quand même une manière de faire une déclaration d'amour au président de la République pour lui dire Mais que vous- voilà, vous avez ce non, mais, c'est vous qui l'avez sorti. En estimant, voilà, monsieur le président, mais c'est vous qui êtes aujourd'hui à la tête de la nation, c'est vous qui devez apporter la paix. Moi, je pense que c'est une démarche normale qui permet d'arriver à un dialogue inclusif qui va bien. Mon grand frère John Mathias, mon grand frère Mukwege et Itadi sont dans le positionnement. Les masques tombent, vous savez, c'est ça ce qui est intéressant. L'histoire est un juge implacable. Ça n'a pas duré longtemps. Hein. Les masques sont en train de tomber. Ils sont dans leur positionnement. Ils estiment que Sassou, bon, tu es plus fort que nous, tu casses la gueule à tout le monde. Moi, il me reste peut-être 10 ans à vivre. Et je le dis de manière claire. Hein. 10 ans à vivre, j'ai envie de vivre tranquillement. Écoute, ramène un peu la paix, retrouve-nous quelques postes de responsabilité. Mais non, la génération qui est la mienne, l'engagement politique qui est le mien, on ne peut plus supporter ce genre de choses. Mais c'est une démarche de compromission, comme on a toujours dénoncé bien avant. Avec leur histoire de boycott, ils voulaient boycotter pour laisser Sassou faire le boulevard à Sassou et se repositionner. Ils sont en train de se vouloir se repositionner. Maintenant, ils estiment que Toumi devient gênant pour eux. Parce que Toumi crée les conditions que, le FMI ne viendra jamais donner de l'argent, la Banque mondiale jamais, le problème de Congo est dans l'insécurité, il n'y aura pas d'investisseurs, comment ils vont bouffer? Voilà, il y en a certainement qui ne reçoivent plus les indemnités comme ils recevaient chaque mois. Voilà la triste réalité, mon frère. Ces grands frères ne sont pas sérieux. On ne peut pas, alors que quelqu'un est en train de bombarder avec les moyens de l'État. C'est ce qu'on appelle le terrorisme d'État. Mettre dos à dos les gens. Tout mis à quoi pour résister à cet espèce de terrorisme d'État. Avec des mercenaires étrangers. Des mercenaires. Des Ukrainiens. Même pas un mot. Mais on devait d'abord s'indigner de cela. Au lieu de nous raconter des histoires de perdre la nation de quoi? Ce monsieur n'est plus respectable. Il n'est plus du tout respectable. Je suis désolé. Voilà ma position. Alors, on a bien compris votre position avec Iba Fima. Aujourd'hui, vous voyez aussi qu'en dehors de monsieur, je dirais, de monsieur Nzon et le collectif, il y a Benoît Kokebene qui s'est exprimé sur Zianatili, expliquant qu'aujourd'hui, seule la solution militaire s'impose au départ de Sassou. Est-ce que là, vous partagez ce point de vue? Mais je partage tout à fait le point de vue, d'autant plus que j'ai suivi avec beaucoup d'attention le passage de monsieur Kokebene sur... dans vos studios ici, il m'a cité. Oui. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, notre posture radicale n'est pas une posture qui vient parce que M. Mafima n'aime pas la tête de M. Sassou Nguesso, pas du tout. J'étais très jeune à l'époque, 2003. Mais j'étais déjà au cœur de ces tractations. Diendéré qui est en prison, il était là. Lorsque nous avons créé les conditions. J'étais à l'époque le plus proche collaborateur du président Yamio Pango. Nous sommes partis voir, nous étions arrivés les premiers à Ouagadougou. Il nous a expliqué tout ça. Ben voilà. Oui. Donc nous avons créé les conditions, on a convaincu le président Lissouba, le président Yomi, le président Kolela de dire le temps de faire la paix est arrivé. Mais qu'est-ce que ça soit fait de cela? Là, rien du tout. Il a marché sur le papier que nous avons signé à Ouagadougou avec la caution du président Compaoré. Donc lorsque nous sommes en 2003, nous sommes aujourd'hui quoi, 2016. C'est le même M. Sassou Nguesso. On lui a laissé le temps de faire ses 2 mandats. Il a terminé autre. Non. Il faut être sérieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce monsieur se prend pour, je ne sais pas, Dieu sur terre. Mais moi, M. Mafimba, je crois que beaucoup des Congolais le partagent cet avis, pensent que trop, c'est trop. Comme il est décidé à tuer tous les Congolais, mais je pense que je serai aussi la prochaine victime. Et j'assumerai. Mes enfants comprendront que papa au moins il n'est pas parti parce qu'il n'a pas voulu vivre dans l'indignité, il n'a pas voulu vivre dans l'injustice, il n'a pas voulu vivre dans une espèce de ségrégation où il y a un clan et un homme qui ont pris en otage tout un peuple. Ça, on ne peut pas l'accepter. Pour terminer, Dima Fima, vous partagerez avec nous l'idée sur laquelle l'opposition est aujourd'hui en décomposition. Ces leaders éparpillés, les hommes et les femmes, les militants découragés pour certains, on vous voit encore, vous, quelques leaders, continuer à vous battre, et pourtant, certains estiment que ça soit gagné. Est-ce qu'on ne pourrait pas passer à autre chose? Le constat, d'abord, je m'inscris en faux, il n'y a aucune décomposition. J'y arrive. Il faut comprendre une chose. Il y a une ligne de démarcation après les présidentielles. Il fallait s'y attendre. Parce que le bras de fer, qui était politique, est devenu militaire.
Et il y en a qui n'ont pas, entre guillemets, passez-moi le mot, des couilles pour vivre ces moments. Ce sont des moments d'histoire. Il y a des sacrifices pour libérer un pays. Donc, cette ligne de démarcation a fait tomber des masques. Il y a d'un côté, ceux qui sont dans la compromission ou dans la résignation, ils sont partis de leur côté. Mais le gros, qui représente les 92% des Congolais, mais ils sont toujours là. Le gros des troupes, la pauvre en est. Même lorsqu'on veut déposer une gerbe de fleurs, comme hier, même une gerbe de fleurs, on ne peut pas. Ça prouve quoi? Ça prouve que M. Sassou sait que notre force de frappe est intacte. Le peuple nous suit. Expressément, on n'a pas voulu faire de cette activité, envoyer des messages pour que les gens viennent. Parce qu'on se disait, si on envoie, il va. Malgré ça, ça soit donné des instructions. Un monsieur ne voulait pas d'activité. Mais les autres, les gens parfaits, peuvent organiser des meetings, des je ne sais pas quoi. Personne. Donc, ça qui revient à dire que monsieur Sassou sait où se trouve la force de frappe. Mais non, bien entendu, le peuple a besoin de se poser l'action de savoir, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Le bras de fer est là. Le bras de fer est là. Nous sommes en train d'organiser, nous sommes en train de nous préparer pour une convention. On ne peut pas donner la date d'ailleurs. Oui, mais est-ce qu'elle se tiendra finalement quand on voit déjà pour une petite marche Mais tout le on ne donne même pas la date. Quitte à ce qu'on se réunisse dans un petit... dans un grand on le fera. Mais l'essentiel, c'est que le travail en amont est en train de se faire. C'est les orientations qui sortiront de cette convention qui seront les plus importantes pour que, avec ce qui se passe aujourd'hui déjà, ce qui se fait aujourd'hui, et que ça vienne renforcer les leviers à la fois diplomatiques, à la fois politiques, à la fois de mobilisation, à la fois de protestation et les leviers, on va dire, les leviers de la légitime défense. Qui est notre droit? Ce levier est notre droit de se défendre face à un régime qui devient de plus en plus barbare. Donc, par rapport à ce point, je peux vous dire que notre force de frappe est intacte. Les masques sont tombés, la ligne de démarcation est claire aujourd'hui. Les populations, oui, il y en a qui se découragent, mais beaucoup. Vous parlez de découragement, mais vous ne dites pas de ceux qui veulent en découdre. Ils sont nombreux, je les reçois tout le temps. Ils sont nombreux, ils disent, Dieu, on préfère mourir. On n'a pas besoin d'avoir des héros. Il partira, il n'a plus d'argent, il est cerné, il ne pourra plus donner même de quoi manger à ses troupes, payer ses mercenaires. Il est divisé de l'intérieur. Il va partir. S'il ne consent pas à trouver des voies de sortie pacifique dans cette crise post-électorale. Dima Filba, merci. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir donné cette occasion de m'exprimer, de donner un certain nombre d'éléments d'appréciation sur des questionnements qui sont à la fois légitimes et d'autres qui sont hyper fantaisistes, et j'ai tenu à le dire. Voilà, merci à Nebo Komunga Kosso, merci à vous aussi. Les yeux dans les yeux, c'est terminé. Portez-vous bien, à la prochaine fois.